Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver en direct sur Al24 News et un nouveau numéro de l'échiquier international. Et ce soir, le direct, ce numéro de l'échiquier international vous est transmis à partir du CIC. Nous sommes en direct des studios du Centre international des conférences en prévision de la tenue début novembre à Alger du 31e sommet arabe, un sommet que les organisateurs veulent rassembleur, celui du consensus sur tous les dossiers à l'ordre du jour. Parmi les dossiers qui seront d'ailleurs sans doute sur la table des dirigeants arabes durant ce sommet figure le dossier libyen. Eh bien, il s'agit d'un dossier complexe. La Libye, vous le savez, est un pays déchiré par plus d'une décennie d'un conflit fratricide. Dernièrement, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est dit optimiste quant à un règlement de la crise dans ce pays. Selon lui, l'approche défendue par l'Algérie est soutenue par des pays arabes et occidentaux. L'Algérie, qui a toujours prôné une solution politique, si je puis dire, libo-libyenne, avec au bout la tenue d'élections respectant le choix du peuple libyen. Cette position de l'Algérie est quasi inchangée. Eh bien, elle est aussi soutenue par l'ONU à peine un mois après sa prise de fonction en tant qu'émissaire onusien pour la Libye. Quelques jours après son arrivée à Tripoli, Abdoulaye Bathily a multiplié les contacts avec les différents protagonistes du conflit. On va justement parler de tous ces efforts diplomatiques pour parvenir à une solution politique et consensuelle avec mes deux invités ce soir. Nous avons en ligne avec nous Hassan Qassimi, expert en géopolitique. Bonsoir, Monsieur Qassimi. Bonsoir, Madame. Et Kamal Mansari, journaliste, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir, Kamal Mansari. Bonsoir. Alors, tous les regards sont portés aujourd'hui sur l'émissaire onusien pour la Libye, Abdoulaye Bathily, qui doit présenter justement ce lundi lors d'un briefing du Conseil de sécurité de l'ONU un état des lieux de la situation dans ce pays. Bathily, qui avant cette première prise de parole a enchaîné les rencontres, je le disais, à Tripoli avec les différents acteurs libyens. Kamal Mansari, quel climat politique règne actuellement en Libye? Bathily est conscient qu'il est face à une situation, à une mission ardue. Tout à fait, puisqu'elle se déroule dans un moment où il y a une sorte de conflit entre le gouvernement dirigé par Abdelhamid Dbeibah et son rival politique qui est notre prétendant au poste de chef du gouvernement, Fethi Bachara. Donc la tension persiste toujours. Il y a une discorde permanente sur ce sujet. Il y a une sorte de clivage entre une institution parlementaire et un gouvernement. Certes, il va composer dans un climat tendu, un climat dans lequel il y a une contingence, une gestion multipolaire du dossier libyen. Oui. Bien sûr, il y a beaucoup de blocages qui n'ont pas été réalisés depuis l'accord de Tunis, le forum de Tunis. Il était question de mettre fin aux hostilités, bien évidemment, d'établir une ligne de démarcation à partir de Sirte et en même temps d'avancer vers la question de la démilitarisation du pays, la mise en place d'une armée unifiée et aussi d'aller vers les présidentielles. Il y a des préalables, justement, ces préalables avant la présidentielle, pour les élections générales, n'ont pas été réalisés. La possibilité d'organiser une élection présidentielle dans ce climat et dans cette tension devient dure et difficile. Il est conscient, M. Bathily est conscient de sa mission. Oui. Bien sûr, pour le moment, il est dans une phase d'exploration, d'écoute de tous les partis pour éviter d'abord qu'il y ait une reprise des affrontements comme ceux qu'on a vus en août dernier entre le gouvernement, entre les milices proches de Bachara et celles
de Beïba à Tripoli. C'est-à-dire éviter déjà les fusions de sang, mais aller vers le processus électoral, revenir au processus électoral souhaité par l'ONU et exigé par la communauté internationale, y compris par l'Algérie, a besoin de certains préalables qui ne sont pas encore réalisés. Donc c'est pour ça qu'il s'est réuni avec justement les partis en conflit, notamment les membres du groupe des 5+5 à Tripoli et à Benghazi. Donc je crois qu'il vient dans une atmosphère tendue. C'est comme si il revient dans la case de départ. Il faut comprendre que déjà avant qu'il prenne ses fonctions, ses prédécesseurs ont échoué, ils ont démissionné, donc notamment Kubis qui est parti précipitamment parce qu'il a vu qu'il était dans l'impossibilité de faire avancer le dossier face déjà aux ingérences étrangères et face à la réalité du terrain. Est-ce qu'il aura la latitude et la force d'aller de l'avant dans ces conditions-là? Les prochains jours nous le diront. Alors il est vrai, vous l'avez dit à Kamal Monsari, que le processus trébuche au vu de plusieurs paramètres dont l'intervention, l'ingérence étrangère. Batili est tout de même muni d'une bonne volonté pour trouver un consensus à l'intérieur de la Libye. Il a rencontré donc les différents partis en conflit. Hassan Qassimi, selon vous, que faut-il à l'émissaire onusien actuellement pour enclencher ce processus politique inclusif qui doit aboutir justement à des élections, selon vous? Vous savez, avant d'intervenir directement dans le fond et d'examiner certaines problématiques qui nous intéressent et qui déterminent et qui nous permettent aussi de voir un peu les tendances lourdes, comment elles sont en train d'évoluer dans ce pays. D'abord, avant de rentrer dans le débat de fond, je voudrais faire quelques réflexions préliminaires d'ordre général, revenir à la déclaration du président de la République, elle est importante, et le président de la République, vous l'avez entendu, vous l'avez dit vous-même, il y a ça quelques instants, que le président de la République garde encore l'espoir et d'arriver à une solution positive à ce problème. Alors, la crise libyenne, depuis 2011, elle est en train malheureusement d'évoluer en dents de scie. La situation avance, puis se dégrade, elle avance, puis se dégrade, et parfois, nous revenons à la case de départ. Oui. Et là, croyez-moi, madame, ce qui se passe à nos frontières ne nous laisse pas indifférents aux plus hautes autorités du pays qui sont préoccupées et qui ont inscrit ce dossier sur la feuille de route du gouvernement algérien qui s'attelle en menant une activité diplomatique très intense à tous les niveaux pour un peu essayer de réduire un peu les dissidences, réduire les discordances, réduire les conflits pour les ramener à une table de négociation pour discuter un peu de la nouvelle feuille de route en Libye. Alors maintenant, le nouveau émissaire des Nations Unies, je dois vous dire que la mission n'est pas facile. Oui. Le chemin de la paix est vraiment, c'est un chemin qui est miné. Et il va falloir un peu examiner comment déminer tout ce terrain pour pouvoir un peu ramener tout le monde à la même table. Et malheureusement, quand on examine la situation sur le terrain, nous avons pratiquement des autorités qui se sont installées à l'est, au niveau de la Syrie, avec le général Khalifa Haftar, Aguila Salah qui est à la tête d'une chambre des représentants dont le mandat a expiré, et nous avons à l'ouest une autre autorité qui bénéficie, heureusement d'ailleurs, de la légalité internationale. Elle a été élue sous l'égide des Nations Unies, même si son mandat a expiré pour des raisons qui sont connues, parce que au niveau de la Syrie, qui est le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah, a pratiquement adopté une motion de censure contre le gouvernement de Beïba. On l'a compris, le fossé est grand entre les différents protagonistes. Monsieur Hassan Qassimi, Kamal Monsari, selon vous, quels sont les ingrédients nécessaires pour enclencher donc ce processus politique inclusif en Libye, comme le souhaite et le réclame le Conseil de sécurité de l'ONU?
D'abord, il faut revenir à l'accord de Forum de Tunis en 2020, donc voir, revenir à l'application des accords, c'est-à-dire que ceux qui ont été signés et convenus par les parties libyennes, que ce soit directement ou indirectement. Directement, c'est-à-dire ceux qui étaient présents, ou bien à travers leur représentation, ceux qui étaient à l'intérieur, ceux qui n'ont pas participé à Tunis. Et bien évidemment, tout le travail qui a été aussi fait par Mme Williams pour justement aboutir à ce que les accords conclus doivent aboutir. Comment? C'est-à-dire il y avait d'abord la démilitarisation, il fallait mettre fin au conflit à travers l'application avec l'accord qui était de mettre en place la commission des 5+5, qui s'est réunie plusieurs fois à Sirte et qui devait d'abord unifier l'armée parce que c'est un pays qui n'a pas d'armée et pour organiser des élections générales, il faut le sécuriser. Pour les sécuriser, comment? Donc il fallait créer une armée. Mais la question de devenir des milices et des groupes terroristes ainsi que les mercenaires s'est posée avec acuité pour toutes les parties. Que faire de ces milices-là? Qui sont les milices qui doivent faire partie de l'armée ou pas? Donc il y a aussi divergence sur ce point. Donc jusqu'à aujourd'hui, la sécurisation des élections est impossible du moment qu'il n'y a aucune avancée entre les membres des 5+5, c'est-à-dire les 5 représentants de Benghazi et les 5 représentants de Tripoli, c'est-à-dire ceux qui représentent les forces militaires sur le terrain. Ceci d'un côté, la ligne de démarcation, il fallait laisser une ligne, parce qu'à partir de la bataille de 2019, qui s'est terminée par une intervention turque en avril 2019, donc il y a une ligne de démarcation. Jusqu'à aujourd'hui, cette ligne de démarcation, elle est certes respectée, mais elle a été violée récemment. Je dis violée dans le sens où Bachara a essayé de pénétrer avec ses troupes à Benghazi, plutôt à Tripoli, à la capitale, pour prendre le pouvoir. D'abord, cette question n'est toujours pas réglée. La deuxième question, c'est celle du gouvernement. Depuis novembre 2021, le gouvernement actuel de Dbeibah a agi en dehors de son mandat. C'est-à-dire que le mandat pour lequel la durée de vie a expiré et que le Parlement avait déjà posé une motion de censure. Pourquoi? Parce que le gouvernement de Dbeibah refusait de rendre compte de son travail fait pendant 10 mois, parce qu'il avait demandé un budget et le Parlement avait refusé de lui accorder un budget pour l'organisation des élections tant qu'il n'a pas répondu devant les parlementaires sur le bilan de son gouvernement. Il ne l'a pas fait. On lui a lancé un ultimatum, il ne l'a pas respecté. Donc, de novembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en poste et le plus emblématique, ou bien plutôt le plus symptomatique pour la plupart des observateurs libyens. Ce que lui reprochent les partis de l'Ouest, c'est qu'il est en train de signer des accords internationaux et dont il n'avait pas ni la compétence ni les prérogatives. Et c'est ça qui fait de lui, c'est vrai que la communauté internationale le reconnaît toujours parce qu'il n'a pas réussi, parce il n'y a pas d'autre alternative au gouvernement de Dbeibah, mais le Parlement veut pousser à ce que Bachara lui remplace. Bachara qui est aussi bien que Dbeibah, ils sont du Misrata tous les deux, et ils sont tous les deux proches de la Turquie, mais évidemment ils ont des discordances, des accords qui sont arrivés aux affrontements armés. Autre chose, il faudrait revoir la loi électorale. Jusqu'à aujourd'hui, la base constitutionnelle, oui, pour organiser ces élections. La loi électorale interdit dans son article 10 ou 6, parce qu'il y a 2 lois électorales, il ne faut pas oublier, celle des élections parlementaires et celle de la présidentielle. Elle interdit à Dbeibah de se présenter au gouvernement. Donc lui, enfin plutôt la présidentielle, lui il s'est porté candidat et il veut toujours être candidat parce qu'il était question à ce que lui il ne fait qu'organiser des élections, mais apparemment c'est le fait qu'il veuille participer aux élections propose un problème sur le plan légal. Donc il y a tous ces ingrédients-là qui faussent le processus politique. Bien sûr, il ne faut pas oublier les ingérences étrangères et le fait que les armes circulent toujours en Libye et que les affrontements ou bien le retour à une deuxième guerre civile est possible. Donc il y a une première guerre civile qui a conduit à la chute de Kadhafi, il y a une deuxième
Et là, on risque que cette deuxième se poursuive et se perdure et perturbe l'opération électorale qui n'est pas encore fixée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas de date, il n'y a pas une deuxième date pour l'organisation de ces élections générales, ce qui complique l'existence, complique, dirons, la mission de M. Bathily, et en même temps, les Libéens, sur le plan économique, comme on le sait, sont dans une situation déplorable. Il y a aussi un conflit, il ne faut pas l'oublier, le rappeler, entre la NOC, c'est-à-dire la compagnie pétrolière libéenne, et le gouvernement de Beibab. Le gouvernement de Beibab a voulu se débarrasser du PDG de la compagnie, alors que la NOC et le président, le directeur général, est élu par l'Assemblée générale. Bathily, qui a d'ailleurs rencontré Kamal Mansaרי, le PDG, le président de la NOC, lors de ses contacts en Libye, justement. Hassan Qassimi, tous ces points que vient d'évoquer Kamal Mansary entravent donc le processus politique en Libye. Selon vous, que faut-il faire pour justement aller au-delà de toutes ces divergences dont vient d'évoquer Kamal Mansary? Vous savez, pour aller vers la mise en place d'un processus de paix durable en Libye, il faut tenir compte de deux préalables. Le premier préalable, c'est que la communauté internationale et les nations nantis doivent peser de tout leur poids pour aller vers des négociations sous l'égide des Nations Unies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un aspect qui est interne à la Libye, c'est que l'élite libyenne doit être en mesure de faire passer l'intérêt général et de mettre en place un consensus. Parce que sans le consensus, vous devez savoir qu'il ne peut pas y avoir d'accord, et surtout que les confrontations sur le plan politique sont très très importantes, et vous avez pratiquement deux camps rivaux qui se font la guerre et sur lesquels nous n'avons pas encore de perspective de paix immédiate. Donc la situation elle est complexe, et il y a en plus de tout cela, il y a des forces centrifuges, nuisibles, subversives, et bien sûr qui sont constituées par des partenaires étrangers qui tentent par tous les moyens de maintenir le pourrissement, un état, une situation de ni guerre ni paix. Et vous devez savoir aussi que cette situation de débandade, que cette situation de désagrément, parce que nous sommes en face d'autorité, il n'y a pas d'État, et en face de cet émiettement de l'État qui s'est effondré, vous avez certains pays influents qui pratiquement ont intérêt à ce que cela dure, pour la simple raison que vous devez savoir que les grosses rivalités qui se déroulent actuellement en Libye ont un fond énergétique. Donc c'est le combat pour le contrôle de l'énergie et du pétrole libyen. Vous devez savoir que les Libyens, c'est pratiquement la Libye, c'est la première réserve de pétrole en Afrique. Oui. Avant 2011, c'est un pays qui arrivait à produire l'équivalent de 1,5 million, 1,6 million de barils jour. Actuellement, il produit l'équivalent de 750 000 à 800 000 barils jour. Et vous devez savoir aussi qu'il y a une grande contrebande qui s'est organisée autour du contrôle du pétrole libyen, oui, de son exportation. Et vous avez, je vous donne un exemple, la ville de Sabalata, qui pratiquement est devenue le refuge et le réceptacle de tous les contrebandiers sur le plan international du pétrole, et qui arrive à faire sortir chaque jour des centaines de bateaux de pétrole, oui, et qui prennent la destination de l'Europe et d'autres pays. Donc vous devez il y a savoir, en effet, Monsieur Hassan Qassimi, des intérêts économiques majeurs. Vous avez parlé d'ingérence étrangère. L'Algérie, vous le savez, y est fortement donc opposée. Revenons justement au rôle primordial de l'Algérie. Les Libyens le disent eux-mêmes. L'Algérie tend la main aux Libyens sans aucune ingérence dans les affaires internes. Donc récemment, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est montré optimiste lorsqu'il a reçu le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi. Je vous propose de l'écouter. احنا من البدايه
عارفين باللي كل الحلول ما فيها إلا حل واحد اللي يعني اللي يكون ناجع واللي يوصل ليبيا الشقيقة إلى الاستقرار والرخاء والازدهار، هو الرجوع إلى الشعب الليبي يختار من حب. إذن نأمل كثير باش ربما سنة 2023 تكون سنة الحل بالنسبة لليبيا وإحنا متفائلين. Alors on vient de le voir, le président de la République qui émet le vœu de voir la crise libyenne trouver une voie de solution en 2023. Kamel Mensari, comment interpréter cette déclaration? Est-ce révélateur d'un début de détente? Certes, sur le plan politique, il y a le souhait tout à fait légitime du moment que de nombreux pays, notamment l'Algérie, qui souffrent de ce conflit. Vous savez, nous avons une frontière de 900 km, donc qu'il faut protéger. Donc il y a un déploiement militaire à nos frontières. Donc ça, c'est coûteux en hommes et en matériel. Donc l'Algérie, qui a œuvré d'abord, avant la déclaration du président de la République, elle a œuvré d'abord à réunir les pays du voisinage pour arriver à ce que déjà les pays du voisinage se mettent d'accord. Lorsque je dis pourquoi les pays du voisinage, parce que certains sont directement impliqués dans le conflit. Donc on pense à l'Égypte surtout, donc nous rappelons la position de Sisi qui avait dit que l'Égypte soutiendrait l'ANL, l'armée nationale libyenne, oui, et que l'ANL est une ligne rouge pour l'Égypte. Donc c'est déjà, il y avait un travail au niveau du pays de voisinage pour d'abord éviter qu'il y ait un trafic d'armes qui circule à travers ces frontières-là, et deuxièmement parce qu'il y a aussi le fait que une fois l'implication est assurée de ces pays-là, on pourrait éventuellement éviter ce qu'il y ait un accès des mercenaires ou des terroristes vers la Libye pour envenimer la situation. La solution libyenne, l'Algérie bien sûr souhaite, c'est un souhait, ça reste un souhait, c'est une position politique, oui, mais elle ne dépend pas de l'Algérie, donc il y a déjà une communauté internationale, c'est-à-dire les puissants, qui doivent justement, la clé de la Libye est un petit peu entre leurs mains. C'est vrai qu'il y a une divergence entre les puissances, il y a eu déjà beaucoup de réunions qui n'ont pas abouti, qui ont été des échecs successifs, à partir de Genève, et puis Paris, puis les deux réunions de Berlin. Donc on voit que même s'il y a un effort international pour arriver à dégoupiller la situation en Libye, en même temps, sur la réalité du terrain, il y a des affrontements et des conflits d'intérêts. Nous l'avons vu, ce qui s'est produit entre la France et la Turquie, et en plus la Turquie et Chypre, et l'Égypte et Chypre, donc, et la Turquie en matière d'exploration gazière. L'accord sécuritaire signé entre la Turquie et la Libye avait suscité un vrai remous et un vrai conflit entre la France d'un côté et la Turquie de l'autre, et l'Égypte aussi. Donc, ça reste toujours un conflit international. C'est vrai que la solution doit être libyenne, mais déjà le conflit est international. Donc, pour arriver à dépasser le conflit international, d'abord, est-ce que les Libyens sont capables aujourd'hui d'être d'une seule voix et dire que nous ne voulons pas d'ingérence? Mais c'est difficile du moment que chacun des partis est adossé à une puissance, que ce soit Dbeiba qui a vraiment l'appui de la Turquie, de l'autre côté on voit Aqil Salah qui a l'appui de l'Égypte, donc et d'autres puissances internationales. Donc est-ce que de l'avant sans vraiment compter sur l'étranger, ça reste problématique. Alors l'Algérie Kamel Mensari a le privilège d'être en contact de soutenir toutes les parties en conflit et de maintenir ce contact avec elles. Hassan Qassimi, l'Algérie a également le privilège d'accueillir le sommet arabe. À votre avis, quel soutien attendre de ce sommet des dirigeants arabes quand on sait que le dossier libyen sera sur leur table? Vous savez que le prochain sommet arabe va se dérouler dans des conditions organisationnelles, matérielles, bien préparées par les autorités algériennes qui travaillent depuis presque une année pour préparer cette réunion importante sur laquelle il y a des enjeux très 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 importants, des dossiers très lourds
Et là, l'Algérie a déjà travaillé suffisamment sur le plan diplomatique pour un peu préparer un peu les projets de résolution, et ce sera certainement des résolutions fortes, importantes, notamment sur les questions, sur la question libyenne, sur la question palestinienne, et bien d'autres questions au Moyen-Orient. Et bien sûr, il y a le dossier du Yémen qui un peu fait couler beaucoup d'encre. Sur la Libye, Monsieur Hassan Qassimi. Maintenant, pour la Libye, je vais vous dire une chose, qu'il y a une situation qui est plus ou moins confuse dans ce pays. Et dans la conjoncture actuelle, vous devez savoir aussi que la crise libyenne a malheureusement, la crise ukrainienne a malheureusement un peu fait retarder la crise ukrainienne, a fait retarder l'échange. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, Monsieur Hassan Qassimi. Malheureusement, on arrive à la fin de ce numéro de l'Échiquier international. Merci à mes deux invités de nous avoir éclairés sur cette question. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.